La rencontre avec l'invisible n'est pas un chemin tracé. C'est une expérience intime, pleine de mystères. S'aventurer vers l'invisible, c'est comme marcher dans une forêt la nuit. Cela demande de ralentir son pas, d'aiguiser progressivement ses sens. Le fait de sortir une lampe torche écraserait toutes les sensations et briserait l'expérience. La marche nocturne vous permet de dépasser la peur et l'appréhension. Alors, en respirant profondément, votre esprit se calme et accueille ce qui vient à lui. La peur et la précipitation disparaissent. Sans effort, votre cœur se laisse toucher par l'inconnu et la magie du monde. Traditionnellement, le chamanisme ne s'apprend pas dans les livres. Il se découvre au contact de la nature et du silence. En vibrant en présence des arbres, en se fondant avec le mouvement des animaux, en écoutant la pluie et le vent, nous recevons les enseignements de celle que les chamans appellent la terre-mère. C'est dans le silence et la méditation que les chamans, les hommes médecines et les sages de toutes les traditions ont assimilé leurs enseignements en observant le fil des cours d'eau, les rochers et les arbres. Partagez le silence. Comment décrire ce qu'on ne voit pas? Les réponses aux questions que vous vous posez sur le chamanisme ne sont pas dans ce livre, ni dans aucun autre. Un livre est une clé, le chaman est une porte. La réponse est en vous. Ce livre est une invitation à regarder en vous et autour de vous ce que vos yeux ne voient pas. À écouter en vous et autour de vous ce que vos oreilles n'entendent pas. C'est une invitation à vous faire confiance pour ressentir. La rencontre avec l'invisible est une expérience intime qui ouvre à d'autres dimensions. Je ne transmettrai pas ici de lois figées, de vérités absolues. À aucun moment, mon intention ne sera de vous convaincre de quoi que ce soit. Moi-même, je n'ai aucune certitude. Au mieux, je reste ouvert. Le doute alimente ma foi à chacun de mes pas. J'expérimente la rencontre avec l'invisible depuis que je suis enfant. Car c'est pour moi une expérience naturelle qui fait du bien à l'âme. Paradoxalement, c'est en nous ouvrant à l'invisible que nous devenons plus incarnés, plus vivants et plus humains. Les chamans sont très humains. Ce sont des poètes. Ils s'émerveillent de la magie du monde comme le font les peintres et les bardes. Les chamans ne se prennent pas au sérieux, tant ils sont conscients du caractère éphémère de notre vie sur Terre. Ils jonglent avec les mots comme le font des enfants. La légèreté et la joie sont nécessaires pour élever notre esprit vers d'autres mondes. C'est pourquoi, si les chamans sont très ancrés, ils sont aussi très aériens. Ce paradoxe est la marque de leur humanité. C'est cette humanité que je vous propose de partager le temps de ce livre audio. Précision linguistique. Chaman sans E ou chaman avec un E. Longtemps, on a écrit un chaman sans E ou une chamane avec un E. La réforme de 1990, qui francise les expressions, préconise d'écrire un chaman avec un E, et non plus un chaman, pour respecter la phonétique originelle. Toutefois, si l'on cite un chaman de Sibérie qui vivait avant cette réforme orthographique, chaman est plus adapté que chaman. Si l'on parle d'un chaman moderne, chaman est plus adapté que chaman. Il conviendrait donc d'écrire chaman avec un E quand on parle des néo-chamans et chaman sans E quand on parle des chamans historiques. Pour éviter de créer la confusion chez l'auditeur, les deux graphies étant tolérées, j'ai choisi chaman sans E dans tous les cas. Ce qui connecte le chaman contemporain à la dimension historique à laquelle il aspire. Première partie. Chapitre 1. Itinéraire d'un enfant qui communiquait avec l'esprit des arbres. Notre existence se construit comme un puzzle. Nous ne sommes pas toujours conscients au moment où nous en assemblons les pièces de la grande cohérence de l'ensemble. C'est en prenant du recul que nous réalisons que tous les événements qui nous arrivent ont du sens et sont à leur place. Où que vous soyez aujourd'hui,
soyez certain que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Au moment de débuter ce livre, je souhaite partager avec vous ce qui m'a inspiré à l'écrire. Bien que très en lien avec la vibration chamanique, je n'ai pas été élevé pour autant dans la forêt au milieu des loups, pas plus que je n'ai grandi au son du tambour sur les plateaux de Mongolie. Je suis né le 8 août 1963, dans une petite ville de la région parisienne, sur les bords de la Marne. Je suis le 7e d'une famille de 8 enfants. Je n'ai appris que tardivement que cette position dans la fratrie est souvent la place du moine, du chaman, du druide ou du prêtre. Je ne sais pas si cette information a influencé mon parcours, mais le fait est que dans le druidisme celte, comme dans d'autres traditions, dans une fratrie de 8 enfants, le 7e est celui qui se tourne vers l'invisible, vers la communion avec les esprits, la divination, la guérison. Pour autant, mes parents n'étaient ni druides ni chamans. Mon père tenait une boutique de vêtements pour hommes en région parisienne. Ma mère consacrait ses journées à élever ses enfants, ce qui constituait sinon un sacerdoce, du moins une activité à plein temps. Mon père a toujours posé un regard pragmatique sur le monde. Scepticisme ou pudeur, il était peu intéressé par l'invisible. La vie après la mort, la communication avec l'au-delà ne faisait pas partie de son quotidien. Il ne manifestait que peu d'intérêt pour la psychologie, les sciences de l'âme, les religions ou même les arts. Il était surtout préoccupé par le fait d'entretenir sa boutique, de ranger notre maison et de bricoler le week-end. Il se distrayait en jouant au foot le lundi, il ne cherchait pas à donner du sens à tout, à relever des signes du destin. Il s'employait simplement à être le plus honnête et cohérent possible dans ses gestes quotidiens. Prendre soin des uns et des autres, remplir le réfrigérateur, nous offrir de belles vacances l'été et de vrais Noëls. Il se montrait aussi patient que possible, généreux et disponible avec chacun. Quand je le sollicitais, il était d'accord pour m'emmener pêcher ou réparer mon vélo. C'était un homme bon, avec un grand cœur caché sous des apparences pudiques, qui avait été élevé dans la Bretagne profonde, une région qui, si elle abrite la source du druidisme celte, a aussi élevé des hommes assez secrets quant à l'expression de leurs sentiments. Maman, les animaux ont-ils une âme? Aussi, lorsque j'étais taraudé par les questions existentielles que se posent certains enfants, je savais que ce n'était pas avec mon père que je pouvais les partager, mais plutôt avec ma mère. Que se passe-t-il après la mort? Comment communiquer avec l'au-delà? Quel est le sens de la vie sur Terre? Ce qui nous arrive vient-il par hasard ou sommes-nous régis par un destin? Ma mère était disponible pour philosopher sur ces questions, ouvrir mon esprit et me parler du monde de l'invisible. Dans son quotidien, elle communiquait naturellement avec les merles du jardin, ne coupait pas une branche de son lilas sans demander l'autorisation à l'arbre. Femme au grand cœur, elle recueillait les chiens et chats errants et donnait, par jeu, un prénom à chaque araignée de la maison pour nous les rendre plus familières. Son langage à elle était plus imagé, plus métaphorique, plus abstrait aussi. Elle respectait les cycles de la nature. Elle était d'une patience contemplative. Sans avoir fait d'études, elle était naturellement curieuse des relations humaines, de la philosophie, de la psychologie, des religions. Elle cherchait continuellement à apprendre de la nature. Pour elle, il était naturel de recevoir l'enseignement d'une fleur, d'un rocher, d'un nuage. Il était naturel de communiquer avec les oiseaux, d'être attentive aux signes qu'elle recevait toute la journée comme autant de messages subtils de l'univers. Si cette sensibilité faisait partie de sa personnalité, elle ne faisait aucun cas de ses capacités médiumniques et n'a jamais cherché à les développer. Lorsque je me cognais ou que j'avais mal au ventre, elle posait délicatement sa main sur ma bosse pour atténuer la douleur. Don de guérisseuse ou amour maternel, elle ne se posait pas la question. Elle suivait son instinct. Tout cela était naturel chez elle. Cependant, n'ayant pas appris à canaliser ses dons, son hypersensibilité s'est peu à peu transformée en fragilité, en une faille dans sa structure psychologique, un manque de stabilité émotionnelle qui est allé jusqu'à la rendre inadaptée à notre monde matérialiste, si peu ouvert à l'invisible. Elle avait des visions. Elle voyait partout des